Philippe Garda, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on vous a sollicité, on s'est croisés, on est venu vous voir. Vous nous aviez dit oui et puis on avait du mal à trouver un rendez-vous et un lieu sur les concours où vous êtes toujours très pris. Et du coup, on s'est dit qu'on allait venir jusqu'à vous, qu'on allait venir chez vous même. Comme ça, vous auriez forcément le temps de nous recevoir et c'est ce que vous avez fait. Donc vraiment, merci beaucoup. On va parler de vous beaucoup aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts à raconter votre vie, peut-être une fois de plus, peut-être d'une manière aussi que vous n'avez pas l'habitude de traiter. On va parler plus de vous que d'autres choses. On a vraiment envie de savoir d'où vous venez, quelle a été votre histoire. On va vous introduire. On va prendre un petit moment pour faire votre introduction et puis après on commencera cet épisode. Vous êtes l'une des figures des sports équestres qui a vraiment marqué le sport ces dernières décennies, pour cette génération de cavaliers en tout cas. Avant d'être le père de Steve Garda, vous étiez en tout cas vous-même déjà cavalier de haut niveau. Vous avez un palmarès long, étoffé. On va peut-être pas tout rappeler, mais vous avez participé à 2 Olympiades. Vous avez été 5e par équipe à Los Angeles en 84, 7e par équipe à Séoul en 88. Vous avez été vainqueur en équipe du Prix des Nations d'Aix-la-Chapelle, c'était en 84, médaillé d'argent par équipe au championnat d'Europe en 85 à Dinard et médaille de bronze en 87 à Saint-Gall. Vous avez aussi gagné le Grand Prix de Dinard, le Grand Prix de France en 87. C'est très long et puis après vous avez entraîné de nombreuses équipes, de nombreux cavaliers. Évidemment, on va parler de tout ça aujourd'hui. Nous, on aimerait savoir d'où vous venez, mais avant tout, peut-être, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez en ce moment ? Écoutez, je vais du mieux possible parce que j'ai quand même été touché gravement dans ma santé, mais maintenant ça va beaucoup mieux et puis je peux vivre quasiment normalement comme par le passé. Est-ce que Philippe, vous pourriez commencer par nous raconter votre enfance ? On aimerait comprendre comment est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du cheval ? Comment est-ce que vous avez fait cette rencontre qui a forcément marqué la trajectoire de votre vie ? Alors, c'est assez simple. J'avais un père qui était aussi passionné par les chevaux, qui avait des chevaux, on avait une écurie, il faisait du commerce. Et puis, avec mon frère, on était 4 enfants, mais avec mon frère, on était les 2 cavaliers. On a commencé de monter ensemble depuis tout jeune. Et je me rappelle toujours avoir été baigné dans les chevaux depuis ma tendre enfance. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous vous êtes demandé si vous alliez faire autre chose ? Est-ce que ça a été une option ? Est-ce que vous l'avez même envisagé ? J'ai fait une école de commerce, j'avais un petit peu pas un plan de carrière, non, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire à 15 ans peut-être, mais après tout de suite, je me suis dirigé vers les chevaux et j'ai plus voulu continuer mes études, donc j'avais 19 ans, j'ai commencé à travailler à la maison avec mon père, puis je suis parti à 20 ans en Irlande, je suis parti presque une année en Irlande avant de faire mon service militaire obligatoire. Et après, normalement, je restais dans ce milieu-là. Je faisais de la compétition en Suisse. Il n'y avait pas autant de concours internationaux qu'aujourd'hui, mais je me rappelle avoir fait mes premiers internationaux quand j'avais 17-18 ans. J'étais courir à Palerme, on allait souvent en France, on faisait des tournées en France. J'ai commencé comme ça et puis après j'ai pu monter dans l'équipe suisse. Si ce qu'on vous disait là avant de commencer, c'est que l'idée c'est vraiment de revenir sur votre vie. Si vous deviez nous raconter les grands chapitres de cette histoire, est-ce que vous pourriez revenir avec nous dessus, nous dire un peu quels ont été les grands moments qui ont marqué votre carrière, que ce soit 17-18 ans, vous avez commencé les concours internationaux et après, quelle a été la suite ? C'était une suite plus ou moins normale. En ce temps-là, il y avait aussi une très forte équipe suisse avec des cavaliers déjà qui étaient plus âgés que nous. Donc pour les jeunes, c'était très difficile de rentrer dans ce cercle parce que
C'était pas vraiment militaire, mais quand même, c'était des gens qui étaient de ce créneau-là, c'était des anciens militaires, donc c'était pour nous très difficile d'atteindre le niveau de l'équipe nationale. On faisait très peu de Coupes des Nations en ce temps-là. On en faisait, mais très peu. On ne peut pas comparer ça avec ce qui se fait aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'on parle de choses qui se sont passées il y a 50 ans. Alors après, j'ai continué, j'ai essayé d'aller dans l'équipe. On pouvait y aller de temps en temps, on faisait les concours internationaux. Il y avait beaucoup d'internationaux aussi en Suisse en ce moment-là. Et puis le point d'orgue, c'était souvent Genève. Il fallait se qualifier pour Genève. On devait faire je me rappelle des sélections qui étaient difficiles pour nous. Ils essayaient de nous donner le moins de place possible, donc on se battait beaucoup pour se qualifier pour Genève. C'était vraiment un but dans la saison. Et puis après, bon, moi, c'était si on veut dire, le plus grand. Après, on a eu un chef d'équipe qui s'appelait Fabio Cazzaniga, qui a donné plus de chance aux jeunes. Alors, j'ai pu être dans l'équipe avec les frères Fuchs, avec Gabatuller, avec Willy Mellinger. Donc, on a un petit peu, pas sorti, mais enfin, on a pris la place des Veillères, des Lombards, des gens qui avaient fait 30 ans d'équipe nationale. Et puis, la première étape, si on veut dire, bon, j'ai fait des championnats d'Europe, j'ai fait des Coupes du Monde, mais la première chose qui m'a marqué, c'était les Jeux Olympiques à Los Angeles. Vous pouvez nous raconter un peu cette époque-là, comment c'était de participer aux Jeux Olympiques. Vous étiez jeune. Nous, on a interviewé beaucoup, c'est ce qu'on vous disait, beaucoup de cavaliers qui nous ont toujours dit participer aux Jeux Olympiques, c'est incomparable par rapport à toutes les compétitions. Comment est-ce que c'était pour vous de vivre ce moment-là? Mais c'est-à-dire que déjà, il faut dire que la préparation. Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, les concours, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. On ne peut pas du tout comparer, mais on se rendait au concours même encore. On allait courir à Rome, on allait en train. Hein. On partait de Suisse, on allait en train à Rome, on allait en train à Palerme. Enfin, c'était compliqué pour se déplacer. Même pour nous, on n'avait pas les camions qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était un but... C'était peut-être trop un but d'aller aux Jeux Olympiques. C'était même pas tellement le résultat qu'on allait faire aux Jeux, mais c'était vraiment se qualifier pour aller aux Jeux, c'était quelque chose. C'était pas. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de gens y attachent beaucoup d'importance, mais c'est pas le même impact que ça avait il y a 50 ans. C'était vraiment un point d'honneur pour aller aux Jeux. Moi, je me rappelle le jour où j'ai été qualifié pour aller aux Jeux, c'était. Il me semblait que c'était vraiment un jour comme je n'allais plus jamais revivre dans ma vie. Comment ça s'est passé à Los Angeles? Bon, c'est très long parce qu'on est resté longtemps là-bas. On n'était pas vraiment à Los Angeles. On était d'ailleurs à l'endroit où les prochains Jeux vont avoir lieu, à Santa Monica. Mais on a été, je crois, un mois là-bas. Puis moi, j'avais mon cheval qui était blessé. Je ne savais pas jusqu'au dernier moment si j'allais pouvoir monter, donc c'était une période un peu compliquée, mais bon, c'est un souvenir extraordinaire. Et puis, on était quand même allé à la cérémonie d'ouverture, et puis ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Pendant 20 ans, j'ai parlé de ça. Aujourd'hui, j'en parle plus, mais c'est vous qui m'en faites reparler. Mais pendant 20 ans, ça m'avait marqué d'avoir pu entrer dans ce stade avec tous ces athlètes. Cette manifestation de cette ampleur. Donc il y a eu les Jeux, ensuite votre vie sportive s'est poursuivie, et puis quelques années plus tard, alors concomitamment, je ne sais pas exactement, vous avez eu vos fils, Yannick et Steve, et puis vous avez arrêté de monter à cheval pour vous consacrer, pour laisser de la place et vous consacrer un peu plus à la vie de vos enfants. Est-ce que vous avez des regrets, soit d'avoir arrêté, soit d'avoir raté un peu leur enfance ou... C'est mitigé, mais comme c'est ma femme qui se rendait en concours avec eux quand ils étaient tout jeunes, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, déjà elle disait que c'était trop compliqué pour elle.
Et puis, je me suis rendu compte que je ne les avais pas vus grandir. Ils avaient 12-13 ans. Alors, c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que j'avais un bon écuyer, j'avais une installation qui marchait, et puis je faisais encore tout moi-même, donc je conduisais le camion, tout. J'étais peut-être aussi un peu fatigué, mais quand même, c'est un moment, je ne l'ai pas regretté, je ne l'ai jamais regretté. Donc j'ai décidé d'arrêter pour un petit peu plus les aider. J'ai un petit peu revu ma manière de travailler. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, ça a duré 7-8 ans, mais bon, je l'ai fait volontiers. Vous avez aussi participé évidemment à l'ascension de Steve. Est-ce que c'est ce moment-là qui vous a donné l'envie peut-être d'encadrer derrière j'imagine que vous nourrissiez pas encore l'idée de devenir entraîneur, mais est-ce que ça a été une première étape d'être plus à pied, d'encadrer et de se dire en fait on peut vivre le sport aussi de cette manière-là? Mais je donnais déjà passablement de stages, j'allais déjà donner des stages à l'étranger aussi. Donc je ne veux pas dire que j'adorais ça, mais c'était une partie de ma vie. Et puis, comme je pouvais aider mes enfants parce qu'ils faisaient de la compétition les deux, il fallait trouver des chevaux, c'était pas si simple que ça non plus. Donc je voulais me consacrer un petit peu à ça à côté. Et c'est comme ça que la chose s'est enclenchée. Et puis après, comme Steve a eu vite du succès, j'ai pu l'accompagner sur les premiers internationaux qu'il a fait à 17 ans. Puis ça a duré jusqu'à ses 20 ans. Vos deux fils ont eu une trajectoire bien différente. Aujourd'hui, on enregistre dans les bureaux de Yannick. Et puis, évidemment, on ne va pas reciter le palmarès de Steve et parler de son succès. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'eux, de comment est-ce que vous avez su trouver un équilibre avec votre femme et puis ces deux enfants qui ont eu tous les deux une belle carrière, parce que Yannick a une agence à succès ici et Steve est extrêmement doué. Comment est-ce que vous avez géré un peu ces deux enfants? Mais bon, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai deux enfants qui, à l'âge de 16-17 ans, savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Yannick a dit qu'il voulait arrêter de monter à cheval en compétition parce que je ne veux pas dire qu'il était complexé, mais il faisait de la compétition avec son frère et il comprenait pas quand il était plus jeune, il ne comprenait pas de ne pas gagner les épreuves de style quand son frère les gagnait. Puis après, il avait l'impression qu'il allait plus vite que lui. Il perdait toujours du temps. Donc c'est lui-même, parce qu'il se rendait compte, il était quand même précoce et il se rendait compte à l'entraînement que c'était plus compliqué pour lui que pour son frère. Et c'est lui qui a dit, il a fait un concours il avait 17 ans, moi j'étais à l'étranger avec Steve, je crois, à Reims. Et lui, il était avec sa mère à un concours national en Suisse. Et il avait réussi à se qualifier pour une tournante et gagner une voiture. Et il a dit, je vais garder ma voiture et je vais rester là pour le concours épique. Et c'est là qu'il a arrêté de monter en compétition. Il montait toujours un peu, mais il a décidé qu'il allait essayer de faire une carrière, mais pas dans les chevaux. Et puis comme Steve, il a continué, je vous dis, ça a duré jusqu'à 20 ans. On était, je crois qu'il avait 19 ans, on était en camion, on rentrait d'un concours, je ne sais plus vous dire exactement où, mais c'était loin. Hein. Je crois bien que c'était en Croatie. Oui, ça devait être Zagreb. Et puis, c'était les débuts aussi des portables. Et j'ai reçu un téléphone sur mon portable. Et puis, c'était Yann Tops qui cherchait un cavalier. J'en ai parlé à mon fils et on est allé voir là-bas. Et puis, bon, je voyais bien que ça le tentait. Alors, à la fin, c'est moi qui pouvais décider. Enfin, j'aurais pu dire non, écoute, reste à la maison. Mais je voyais qu'il avait envie de faire ça. Donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'il le fasse si vraiment il rêvait de ça. Et puis, c'est comme ça qu'il est parti là-bas. Puis que moi, j'ai dû me remettre complètement en question parce que, comme j'ai monté un peu une structure autour de lui,
c'est sûr que mes plans tombaient un peu à l'eau, puis il fallait que je me restructure un peu différemment. Est-ce que vous pourriez nous parler de vous, de votre personnalité? On a souvent parlé de vous avec nos invités. On a eu la chance de recevoir à notre micro déjà 4 des cavaliers brésiliens que vous accompagnez, Eduardo Meneses, Marlon, Yuri et puis Rodrigo Pessoa, avec qui bien sûr on avait... Aussi. Et qui? Et Pedro Vénis, ouais, donc 5. On a souvent parlé de vous, et à chaque fois, on nous dit que vous êtes une personne qui fédère. Vous êtes vraiment un meneur d'hommes, vous aimez fédérer, vous aimez rassembler. Comment est-ce que vous décrivez votre personnalité? Quel type de personne vous êtes? C'est difficile de s'apprécier. Non, pas de s'apprécier, mais de se décrire exactement. Mais bon, je suis peut-être froid au premier contact, je ne suis pas quelqu'un qui se jette dans les bras des gens. Mais après, quand j'adopte, c'est vrai que j'aime bien avoir les gens autour de moi, j'aime bien être au milieu de ces gens, du milieu des chevaux. Hein. Je ne suis pas comme ça en dehors parce que je fédère pas beaucoup, peut-être même pas assez On va en en reparler. dehors du milieu des chevaux, mais dans le milieu des chevaux, j'ai toujours aimé être au courant de tout, et toutes les équipes que j'ai eu la chance de diriger, j'ai toujours aimé créer pas une famille, mais enfin être le plus proche possible d'eux. Et puis, parce que si on adopte ce style de vie, c'est sûr qu'on devient un petit peu, entre guillemets, leur père ou leur confident, ça dépend l'âge qu'ils ont, mais aujourd'hui, oui, j'étais plus comme un père avec eux, les derniers que j'ai eus. Mais j'aime bien ce rôle-là au milieu d'une équipe. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui me manque, mais ma foi, c'est la vie. J'aimerais bien qu'on continue de dérouler un peu le fil, Philippe, et puis de la place de Steve chez Yann Tops. Comment est-ce que vous avez accédé à cette place, à ce métier d'entraîneur, de sélectionneur ensuite? Est-ce que vous pouvez nous dérouler un peu le fil? Quelles équipes est-ce que vous avez entraînées? Dans quel ordre chronologique? Bon, alors, une fois que Steve est parti, pour moi, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je me remette en question sur mon mode de fonctionnement. Et puis, j'ai eu une opportunité tout de suite. Je crois que c'est juste avant l'an 2000 que j'ai été approché par les Espagnols. Et puis là, il fallait tout remettre à zéro. Il fallait s'occuper des juniors, jeunes cavaliers, les seniors. Mais j'ai eu ce contact par Caetano et puis ça m'a intéressé. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé dans le bain, mais que j'ai passé presque tout mon temps en Espagne pour essayer de tout restructurer et puis de faire une équipe de juniors, une équipe de jeunes cavaliers, m'occuper des seniors. Et puis c'était une entrée en matière qui était assez compliquée parce que je devais tout gérer, mais qui était fédératrice pour moi parce qu'elle m'a permis de voir toutes les facettes depuis les sélections de A jusqu'à Z en s'occupant des juniors jusqu'aux seniors. Et puis j'ai passé 5 années là-bas, puis ça a été quelque chose 4 années et demie qui m'a vraiment formé pour ce job, je crois. Et puis après, pendant que j'étais en Espagne, j'ai eu une opportunité pour aller... une opportunité ici. On m'a plus ou moins acheté pour aller m'occuper de l'équipe à Onichenko en Ukraine, qui n'étaient pas des Ukrainiens, mais comme j'ai déjà des bons contacts avec certains de ces cavaliers, ben, j'ai fait ça jusqu'au jeu de Hong Kong, enfin de Pékin. De Pékin, ouais. 2008. 2008, oui. Puis ça s'est mal passé. Alors on a fait une équipe, on a fait des championnats du monde formidables 2 ans avant. On a manqué d'un souffle la médaille de bronze. Et puis après, ça s'est un peu plus mal passé avec Onichenko qui les gérait. Parce que je lui avais donné
un point de non-retour, c'était les Jeux Olympiques de Pékin. Ils devaient me payer, j'ai pas été payé là, et puis j'ai fait une crise, j'ai déchiré mon accréditation, ce que j'aurais pas dû faire parce que je suis quand même occupé encore de Katharina Hoffel qui était là-bas, un petit peu en cachette de lui. Mais je ne regrette pas cette période que j'ai faite parce que on a eu des succès, j'ai connu des gens aussi formidables, même s'ils n'étaient pas ukrainiens. J'allais quand même en Ukraine parce que j'entraînais quand même des gens en Ukraine. Donc c'était une période qui a duré 4 ans. Puis après, c'est là que j'avais des amis en Belgique et puis ils m'ont dit non, mais nous on cherche quelqu'un, tout. Et puis que j'ai été mis en contact avec la fédération belge, avec le président qui était un monsieur âgé qui était formidable. Et puis j'ai décidé de me lancer avec eux. Puis c'est là que l'aventure a commencé avec les Belges. Après, donc, vous avez travaillé avec la France et puis ensuite encore avec le Brésil. Au final, vous avez encadré des équipes très très différentes. Si on reprend un petit peu leur singularité, j'aimerais savoir quelle différence vous avez vue dans les systèmes, notamment les systèmes d'éducation à l'équitation, mais aussi les systèmes sportifs, la culture du sport. Comment vous voyez toutes ces équipes séparément ? C'est difficile de tout comparer, mais c'est la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombé que sur des équipes où il y avait des super cavaliers. Et pas toujours des super chevaux, mais des super cavaliers. Quand je suis arrivé en Belgique, ils étaient en deuxième division, on est monté, mais j'avais déjà des cavaliers formidables. Ouais, alors j'ai eu la chance en Belgique, déjà, on a monté une équipe formidable, on a eu du succès. On était au championnat du monde, on était champion du monde individuel, médaillé par équipe. Fait, tout était au beau fixe, et puis j'avais beaucoup de plaisir. Et puis j'ai toujours dit que ça restait mon équipe de cœur. Parce que j'ai passé un stade, on est devenu connu, et puis j'ai eu la chance de lancer des jeunes comme les fils Philippe Hart, Jos Verlooy, enfin, tous ces gens sont arrivés dans la période où j'étais là. Et puis, je voyais un potentiel incroyable parce que j'avais déjà des gens affermis, comme, même dans les jeunes, comme Grégory. Et c'était vraiment une période... c'était peut-être la plus belle période que j'ai eue en tant que responsable d'une équipe nationale. Ça restera différent de ce que j'ai fait ensuite. Après, on m'a approché pour m'occuper de l'équipe de France, vu qu'on était à 2 ans des Jeux mondiaux, puis qu'il y avait eu des problèmes aux Jeux olympiques avec l'équipe de France. J'étais pas très chaud, même si c'était un aboutissement, parce que c'était une plus grande équipe, c'était la plus grande équipe peut-être en Europe avec l'Allemagne. Mais j'étais réticent parce que j'avais du plaisir en Belgique et les Belges ne voulaient pas me laisser partir. Donc c'était un petit peu compliqué pour partir, pour me libérer. Je me suis même fâché avec certains dirigeants en Belgique, pas avec les cavaliers, mais c'était compliqué. Et puis, pour moi, c'était un passage difficile parce que j'allais dans une équipe où il y avait encore plus d'ambition, où il y avait les championnats du monde qui arrivaient 2 ans après. Et c'était un challenge qui me plaisait, mais qui était compliqué, et puis qui m'a créé beaucoup de nuits blanches. Il y avait beaucoup de pression ? Non, mais je ne veux pas dire la pression, c'est pas quelque chose... il y en a toujours de la pression, puis moi je suis quelqu'un qui m'en met encore, donc c'est pas tellement ça le problème de la pression. C'est le problème que c'était entre deux, parce que j'étais pas vraiment... alors que c'était une formidable opportunité, puis un aboutissement, j'étais pas quand même... je suis pas parti comme j'aurais voulu partir de Belgique, et je l'ai toujours regretté. Un peu un sentiment de... Trahison, on peut dire, oui, okay. On peut le dire. Mais bon,
j'ai gardé des contacts formidables avec mes cavaliers. Je suis toujours en contact avec des gens comme Niels, avec Greg, enfin plein de cavaliers belges. Puis toujours, j'ai du plaisir de les retrouver au concours. Jamais ça va m'arriver de... Enfin, je m'entends bien avec Peter Devon. Enfin, tous les cavaliers d'équipe aujourd'hui sont des gens qui ont commencé plus ou moins avec moi. Et puis aujourd'hui, on voit bien que c'est quasiment la meilleure équipe du monde. Ensuite, on reviendra peut-être sur l'équipe brésilienne, mais ensuite, donc, vous avez entraîné cette équipe de France. Vous avez eu des succès incroyables, hein, dont évidemment les Jeux Olympiques de Rio. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période, de comment c'était d'entraîner cette équipe de France? Et en plus, vous nous dites que c'était un aboutissement. Donc j'imagine que voilà, c'est un moment très fort pour vous. Oui, parce que déjà, j'avais... déjà un certain âge, je me disais c'est ma dernière équipe. Enfin, je ne pensais pas qu'il y aurait une équipe encore après. Mais c'était le challenge du président. Quand j'ai parlé avec lui, c'était vraiment... C'était pas Rio, lui, c'était vraiment Caen. Hein, c'était les championnats du monde. C'était... Parce que le président, ce temps-là, de la Fédération française, disait toujours quand le jumping va, tout va à la Fédération. Ce qui est à peu près vrai, hein. Là, il avait raison, parce que c'est quasiment comme ça dans toutes les fédérations, dans tous les pays. Et puis, on a eu un challenge à relever. Alors, on avait commencé par les championnats d'Europe à Herning, où Bosti a gagné l'individuel. Puis après, les championnats du monde à Caen... on aurait pu être champion du monde par équipe, on aurait pu être champion du monde à l'individuel aussi sans un point de temps, mais je crois qu'on avait fait des magnifiques résultats en étant 2 fois médaillé d'argent. Et puis c'était déjà un aboutissement pour le président, c'est ce qu'il voulait. Puis après on s'est mis en route pour Rio avec tous les inconvénients qu'on a eus, tous les pépins qu'on a eus, mais c'était quand même une belle aventure. Et puis avec... un formidable résultat, même si c'était compliqué pour arriver là. Mais c'était quand même un aboutissement dans ma carrière. Et puis je voulais arrêter. Je voulais arrêter après Rio. Alors ils m'ont fait encore un contrat de 4 ans. Ils ont absolument voulu que je reste, mais je ne voulais pas au départ. Ça a été compliqué, mais on a quand même trouvé un terrain d'entente. Puis j'avais décidé de rester jusqu'aux Jeux de Tokyo. Puis j'ai re-signé un contrat jusqu'à Tokyo. Après, il y a eu une fin un peu plus difficile. Au bout de 2 ans, on a eu des problèmes quasiment extrasportifs. Et puis, ma foi, j'ai été congédié par la Fédération française. À 2 ans de la fin de mon contrat. Et ça a été c'est comment est-ce qu'il faut dire? C'est la déception de ma vie sportive. Mais bon, ma foi, c'est comme ça, hein, on ne peut rien y faire. Il y a beaucoup de déceptions dans ce sport. On perd plus souvent qu'on gagne, comme je dis souvent. Mais là, quand ça m'est arrivé, j'ai beaucoup perdu. Est-ce que vous pensez que finalement, ce poste de chef d'équipe, en tout cas en France, c'est pas un poste qui est avant tout politique et politisé? Je pense qu'on peut croire qu'il n'y a que les compétences techniques qui comptent, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi être un peu démagogue et savoir gérer un peu toute cette institution? Alors, je n'ai peut-être pas suggéré ça, mais bon, je ne dirais pas ça comme ça, parce que que vous avez fait quelque chose pendant 6 ans à la satisfaction générale, et puis que du jour au lendemain, c'est plus comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière, mais je préfère ne pas en parler parce que ça touche plus du domaine privé que du domaine sportif. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous pensez aujourd'hui de l'équipe de France, la vision que vous avez? Il y a eu évidemment ces derniers Jeux à Paris, et puis aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ouvre un peu plus les portes, les jeunes rentrent. Il faut dire qu'on a quand même des jeunes à succès, avec Nina Malvet, Antoine Herman, Jeanne Sadran, Inès Joly, etc. Qu'est-ce que vous pensez un peu de ça? Oui, déjà, ils sont
Il y en a certains qui sont formidables, mais vous ne pouvez pas tous les comparer. Parce que Nina Maleva, moi, je l'ai découverte quand elle avait 15 ans ou 14 ans. Je l'ai vue au Grand Parquet. Je l'avais encore marché avec des bottes en caoutchouc. Et puis, j'ai dit, putain, c'est incroyable comme elle monte, cette gamine. Et j'en ai parlé à Olivier Bost et Thierry Pommel qui s'occupaient des jeunes. J'aurais dit, putain, une jeune, là... Alors, personne n'en parlait. Elle était avec son père, mais... Je ne sais pas pourquoi je pensais que j'avais découvert une pépite, puis je pense que je ne m'étais pas vraiment trompé, parce que bon, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais c'est sûr qu'elle sort du lot par rapport aux autres. Herman, il n'était pas là, lui, à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un cavalier aussi formidable, qu'à l'avenir devant lui. Après, c'est sûr qu'il va y avoir un changement de génération, mais comme il y en a dans tous les pays, hein, c'est pas seulement propre à la France. Vous aviez fait un podcast qu'on avait écouté il y a quelques années déjà, hein, il y a bien 3-4 ans, sur votre poste en fait. C'était un podcast sur le management et vous aviez un petit peu fait la métaphore, la comparaison avec votre vie d'entraîneur. Et vous disiez que entraîner des Brésiliens et entraîner des Français, c'était pas du tout le même métier, qu'il fallait plus les tenir, les Brésiliens. Est-ce qu'ils sont à l'image de ce qu'on peut se figurer, un peu plus libre, un peu moins contraint? Oui, alors il y a des exceptions, hein. Il y en a un ou deux qui sont un peu rigides comme on peut l'être chez nous. Mais le reste est beaucoup moins, oui, oui. Moi, j'ai plus de montre, mais c'est depuis que j'ai travaillé avec eux. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une montre. Vous pouvez nous parler un peu de cette équipe brésilienne que vous avez donc suivie après ce poste d'entraîneur, de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'à présent, puisque vous étiez à Paris, vous étiez à la Baule. Vous étiez à la Baule cette année? J'ai fait 6 ans avec les Brésiliens. Malheureusement, maintenant, je ne pouvais plus les suivre. Donc, à la fin de l'année, j'ai demandé d'être relevé de mes fonctions parce que je pensais que je ne pouvais plus leur apporter ce qu'ils méritaient, parce que c'est une équipe quand même de formidables cavaliers. Il y a des formidables cavaliers, des caractères spéciaux, comme dans tous les pays. J'étais confronté aussi à certains problèmes l'année passée avec mes sélections, mais je crois qu'on n'a pas eu de chance. C'est vraiment la faute à pas de chance qui nous arrive aux Jeux Olympiques. On avait une équipe qui était prête et l'année passée, on a fait toutes les Coupes des Nations. On n'a jamais été plus loin que 5e. On était 4e à la finale, alors qu'on aurait même pu être 2e au temps. Donc, j'ai passé une période de 6 ans avec les Brésiliens que j'oublierai pas, parce que je me suis fait des amis. Et puis il y a des formidables cavaliers, même qui sont moins connus que les stars qu'on connaît, mais qu'il y a vraiment des cavaliers super là-bas et puis des gens formidables. Nous, le dénominateur commun qu'on a pu trouver avec les rencontres qu'on a faites en interviewant Pedro, Eduardo, Meneses, on a vraiment le sentiment que c'est des hommes de chevaux. Ils ont tous une trajectoire très singulière, très particulière avec les chevaux. Ils viennent tous de milieux qui ne sont pas du tout ceux auxquels on est habitué ici en Europe. C'est pas des grands fils d'eux, à l'exception peut-être de Rodrigo, mais ils ont tous un peu construit vraiment leur carrière et on les a en tout cas trouvés très abordables, très accessibles, très sympathiques, très hommes de chevaux aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Oui, tout à fait. Puis ils sont comme vous les décrivez. Mais bon, dans leur plan de carrière, c'est compliqué parce qu'ils doivent venir vivre en Europe. Ils sont déracinés de leur pays. Et puis c'est des gens qui sont peut-être plus famille que nous, même s'il y a des familles recomposées et tout ce qu'on veut, mais ils sont quand même famille. Donc ils vont passer 1 mois par année au Brésil, quasiment tous. Ils ne peuvent pas faire sans partir le 1er décembre ou le 15 décembre et passer 1 mois au Brésil. Mais ce que je comprends très bien, mais eux, il faut penser que la plupart d'entre eux sont venus en Europe parce qu'ils avaient envie de ça et puis qu'ils voulaient percer, mais ils ont dû passer par... ils sont devenus écuyers chez des marchands. Après, ils ont attrapé 1 ou 2 chevaux, après 1 ou 2 propriétaires. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires au Brésil, même s'il y en a.
Mais ils ont des plans de carrière qui étaient quand même compliqués parce que quand je vois même les jeunes qui sont là maintenant, ils doivent faire vraiment des sacrifices pour essayer de trouver une entente ici pour arriver à se construire. Il y a 2-3 exceptions, comme Eduardo Menezes qui travaille pour des Mexicains, c'est un petit peu différent. Pedro Venice, lui, il a dû venir... il partait, lui, quand même d'un milieu où ils étaient tous à cheval. Hein. Son grand-père était un grand marchand au Brésil, mais ils ont dû venir en Europe, travailler pour des marchands, pas bien gagner leur vie, être déracinés, mais ils ont réussi à... Ceux qui ont tenu le coup, ils ont réussi à se créer vraiment un avenir ici en Europe. Tout à l'heure, on a parlé de votre carrière de cavalier, donc Los Angeles en 84. Ensuite, vous avez traversé les décennies et le sport. Vous avez vécu tous les Jeux Olympiques, Rio en 2016, Paris cette année. Nous, ça fait 6 ans qu'on a créé ce podcast et il y a une question qu'on pose régulièrement. Et déjà en 6 ans, le sport a tellement changé. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette évolution? Comment est-ce que vous voyez le sport d'aujourd'hui par rapport à ce que vous aviez connu? Alors, il y a 50 ans, c'est sûr que c'était très, très différent, mais même il y a 5-6 ans, ça l'était aussi. Quel constat est-ce que vous faites de l'évolution Alors, l'évolution, c'est compliqué à juger ça, mais bon, moi j'ai coutume de dire que le sport, il changeait il y a 50 ans, tous les 10 ans, 20 ans, il y avait une évolution. Après, depuis 15 ans, c'était tous les 5 ans. Puis maintenant, c'est toutes les années. Toutes les années, le sport, il évolue. On voit bien, parce que vous imaginez aujourd'hui que les gens sont mis à pied pour 2 coups de cravache supplémentaires, alors qu'avant, il n'y avait pas de contrôle, j'entends. Comparer ce qui est comparable, c'est une chose, mais comparer le sport que moi j'ai vécu il y a 50 ans avec celui d'aujourd'hui, ça c'est impossible. Mais je ne suis pas le nostalgique de dire que c'était mieux avant. On a sauté des obstacles différents, tout était différent. Les manières d'entraîner, les manières de... Déjà les chevaux ont tellement évolué, pas seulement... Et aujourd'hui, vous avez... plein de cavaliers qui montent très très bien au monde. Il y a des centaines et des centaines. Après, il y a des super cavaliers dans tous les pays. Après, il y a 20 ou 25 cracks au monde. Mais après, c'est aussi eux qui font évoluer ce sport parce que c'est devenu plus pointu, plus rapide, plus managé, mieux structuré. Enfin, il n'y a pas deux choses à comparer aujourd'hui. C'est pas le même sport. Non. C'est toujours avec les animaux, c'est toujours avec les chevaux. Il y a toujours des gens sur leur dos, des cavaliers, mais je serais menteur de dire qu'on a fait ça, nous. C'était totalement différent. Et je ne sais pas qui... je ne pourrais pas dire aujourd'hui que ceux qui ont gagné de mon temps gagneraient aujourd'hui. Il y en a certains, mais aujourd'hui, il y a beaucoup... Avant, vous preniez le départ du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle ou de Rome, il y avait 5 cavaliers pour le gagner. Aujourd'hui, il y en a 5 qui ne peuvent pas le gagner. Les autres peuvent tous le gagner. Alors, on parle des cavaliers, mais est-ce qu'on pourrait aussi parler des chevaux? On avait eu cet exemple qu'on a aussi souvent raconté, mais Eric Navet nous avait dit un Quito de Bossy, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce sera encore un excellent cheval. Alors, peut-être pour... Il ne va pas dire le contraire. Hein. Mais peut-être pour aller un peu moins loin, est-ce que vous pensez que rien que 6 ans plus tard, une Florane Mariposa serait encore une craque aujourd'hui? Oui. Oui, Florane Mariposa serait toujours une craque aujourd'hui, oui. Oui. Mais aujourd'hui, avant il y en avait 2, 3, et aujourd'hui il y en a 20. Les règles du jeu se complexifient aussi, et vous en avez fait les frais à Paris, avec la disqualification de Pedro Venice pour une trace de sang. C'est la fédération qui essaye de répondre aux enjeux de bien-être animal, de répondre un petit peu aux attaques qui sont faites. Comment est-ce qu'on jongle avec ça aujourd'hui quand on entraîne une équipe, quand on est cavalier?
Est-ce qu'on va pouvoir répondre aux attaques qui sont faites à l'encontre de l'équitation? Est-ce que vous trouvez que c'est l'équilibre qui est juste? Aujourd'hui, on arrive vraiment à une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser, mais qui est vraiment... enfin, c'est mon avis personnel, mais elle est trop tenue pour certaines choses. Mais c'est à nous de nous adapter, de trouver, nous, les règles pour contrôler ce qu'il y a à contrôler. Mais on contrôle des choses qui sont futiles aujourd'hui. On en fait des pataquès alors qu'il y a des choses plus graves qui peuvent se passer. On ferme les yeux ou personne ne s'en occupe. Et je pense que c'est à nous, à l'intérieur de notre sport, de gérer ça. Parce que si on ne le fait pas nous, ça ne va pas marcher. Parce que vous savez, aujourd'hui, personne ne peut monter à cheval sans être filmé. Personne, ça n'existe pas. Et on voit une vidéo sortie de son contexte, sortie de son application, peut vraiment être... on voit un cheval qui ouvre la bouche avec une embouchure peut-être un peu dure, mais on a l'impression que c'est du martyre du cheval, alors que c'est à un moment donné d'une fraction de seconde et qui ne reflète pas du tout le problème qu'il y a. Mais aujourd'hui, avec les associations pour le bien-être animal qui suivent tout ça, il faut être extrêmement précautionneux et surtout, je crois qu'on doit être solidaire. Je fais partie d'une commission de bien-être du cheval où je ne suis pas toujours d'accord parce qu'on va essayer d'éduquer mieux les cavaliers, mais on ne va pas pouvoir aller chez tout le monde, contrôler tout le monde et puis voir tout le monde comment la manière dont ils s'entraînent. C'est un ensemble de choses qui doit être faites et puis il faut que les grands cavaliers soient des exemples. Et puis, mais on ne peut pas arriver à une chose comme est arrivé à Paris. Je ne pense pas que ça arrivera encore parce qu'ils ont reconnu que c'était une micro-trace de sang et puis elle était devant à la sangle, donc elle peut avoir été faite par la sangle, par tout ce qu'on veut, mais pas par un éperon, c'était impossible. Mais bon... c'est moi qui dois venir prouver ça 6 mois après, c'est pas possible. Mais c'était pas du tout une marque de sang d'éperon. Ça, je peux garantir. Est-ce que c'est aussi un rôle qui vous tient à cœur en tant qu'entraîneur? Vous accompagnez des jeunes cavaliers, mais aussi des cavaliers plus anciens, avec de l'expérience, qui ont aussi leur vision de l'équitation. Est-ce que ça vous tient à cœur de faire passer un message aussi et de faire passer ce message-là de solidarité, mais aussi d'être exemplaire? Écoutez, j'ai mis quand même... dans tous les pays où je suis allé, j'ai mis des cavaliers pas à pied, parce que je ne voulais pas qu'on parle de ça, mais qui n'ont pas été sélectionnés, qui savent qu'ils n'ont pas été sélectionnés parce qu'ils avaient une conduite qui n'était pas en regard de ce qu'on doit faire pour le welfare des chevaux. Et donc, je leur ai expliqué, et puis la plupart sont rentrés dans le droit chemin. Mais ça, je peux pas donner de nom, je ne peux pas dire pourquoi je l'ai fait, mais peut-être qu'il y a des gens, ça vous étonnerait de le savoir. En parlant d'exemplarité, vous avez un fils qui est un des grands porte-parole de ce sport. Aujourd'hui encore, il s'érige pour défendre les Coupes des Nations, pour défendre les grands concours sur lesquels on aime voir du sport se passer. Est-ce que c'est quelque chose que vous lui avez transmis? Est-ce que c'est quelque chose qui était aussi important pour vous? Je crois que bon, ça vient souvent de son éducation, hein, ce genre de choses, mais bon, j'ai jamais, au contraire, j'ai toujours un peu freiné, parce que j'ai toujours dit, tu vas le payer dans le sport, parce que tu vas te faire des ennemis pour rien. Mais bon, il n'a jamais voulu écouter ça, il a toujours fait à sa tête, parce que 2-3 fois, il s'est érigé, ça lui a coûté des choses qu'il n'aurait pas eu besoin d'avoir, mais bon, il l'a fait, il le fait en bonne foi. Aujourd'hui, il le fait quand même moins. Hein. Il est quand même moins virulent qu'il était par le passé. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, à faire, et que les cavaliers, ils sont tous plus ou moins d'accord, mais il y a très peu qui sont d'accord de
de se mettre en porte-à-faux avec la FEI ou leur fédération parce qu'ils ont peur justement des répercussions. Donc, il reste quelques-uns qui sont un petit peu plus des moteurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ça, c'est aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux. Plein de cavaliers sont sur les réseaux sociaux, mais c'est pour leur propre promotion, mais c'est pas pour le bien-être de notre sport. Et il a besoin de notre sport, il a besoin justement que des têtes d'affiche se mobilisent pour ce sport. Qu'est-ce que vous essayez d'enseigner aux jeunes cavaliers que vous accompagnez? Qu'est-ce que c'est pour vous être un homme de cheval et quels hommes et quelles femmes de chevaux est-ce que vous avez envie de voir dans le sport? Écoutez, c'est très difficile à dire au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même certains cavaliers qui ont des palmarès formidables et qui sont des pilotes, comme je les appelle, parce que ce sont des gens qui montent à cheval, qui sont incroyablement habiles à cheval, mais qui ne sont pas des gens de chevaux, comme je les appelle. Mais bon, je suis vieille mode de ce côté-là. Pour moi, c'est un homme de cheval, on aime passer du temps aux écuries, on aime aller voir ses chevaux le soir quand ils sont tranquilles dans les box. C'est quelque chose, au jour d'aujourd'hui, les chevaux ils sont trimballés avec leur groom dans des camions luxueux, ils arrivent dans des concours souvent luxueux, mais c'est pas... Alors les jeunes, il faut leur expliquer que le sport, c'est les chevaux, les chevaux sont les athlètes, c'est nous qu'on doit s'en occuper, et puis il faut passer du temps avec eux, et puis plus on sera comme ça, plus on rentrera dans le monde des hommes du cheval. Mais je connais beaucoup d'hommes de chevaux qui sont pas des vedettes sportives. Hein. Il y a plein d'hommes de chevaux qui ne sont pas des stars. Les stars, c'est plus difficile que ce soit des hommes de chevaux. Je cassais vos codes. Hein. J'avais une question à vous poser. Quand vous avez récupéré soit l'équipe de France, soit l'équipe brésilienne, parce que l'idée, c'est pas de parler de l'une ou l'autre, mais vous aviez sans doute un objectif qui était, en l'occurrence, les Jeux mondiaux à Caen pour la France, et puis sans doute d'autres pour le Brésil. Comment est-ce que l'on prépare une équipe à un challenge à 3 ou 4 ans? C'est quoi les étapes pour préparer des chevaux, des cavaliers à un challenge à des grands championnats dans 3 ou 4 ans? Par quoi est-ce qu'on passe en tant qu'entraîneur, sélectionneur? Bon, moi, j'ai toujours fait le plus d'essais possible. J'ai toujours voulu donner chance au plus de monde possible. Donc, j'ai toujours fait des essais dans les Coupes des Nations. Je suis même privé de certains bons résultats pour faire des essais. Mais je l'ai fait en tout état de cause. Et puis, je pense qu'il faut passer par là. Après... à un moment donné, vous devez faire une sélection si vous êtes vraiment... Parce que moi, j'ai toujours voulu travailler où j'avais les coudées franches. Donc, j'aimais bien donner mes noms et puis qu'après, ils soient acceptés, ce qui est toujours arrivé jusqu'à présent. Mais quand vous êtes devant votre feuille blanche, il faut réfléchir à tout. Parce que il y a des gens que... C'est ça qui est compliqué à expliquer, qui sont très bons, mais qui sont très difficiles à gérer dans une équipe. Et d'autres qui sont un tout petit peu moins bons, parce que le cheval est moins bon, le cavalier est moins de métier, mais qui sont fantastiques dans une équipe, donc c'est des choix difficiles à faire. Parce qu'à la fin, on dit toujours on doit prendre les meilleurs cavaliers, mais bon, s'ils ont la peine de vivre ensemble, c'est aussi compliqué. Je peux pas donner d'exemple, mais il y a plein d'exemples là-dessus. Il y a peut-être un cavalier en France que vous avez sélectionné à chaque fois, que vous avez fait partir en général à la place compliquée, à la place qui est celle de la pression, c'est Kevin Stott. C'était un des piliers de vos équipes, le type de cavalier sur lequel vous pouvez vous reposer quand vous êtes entraîneur. Oui, mais bon, quand vous prenez une équipe, normalement, ça s'est toujours fait comme ça pour moi. De manière assez naturelle, vous avez toujours un leader ou quelqu'un que vous avez plus d'affinité s'il est très bon.
c'est peut-être pas tout à fait le meilleur de l'équipe en ce moment-là, parce qu'il n'a peut-être pas vraiment le meilleur cheval. Mais... Donc, quand je suis arrivé en France et Kevin, il s'imposait vraiment comme ça, peut-être qu'il s'impose un petit peu moins aujourd'hui, mais bon, de mon temps, c'était comme ça. Et puis, comme il voulait jouer à 100% le jeu de l'équipe, c'est plus facile. Parce que vous avez des gens qui veulent aller faire le global de Monte-Carlo en même temps qu'Aix-la-Chapelle, c'est plus compliqué. C'est sûr. On a eu beaucoup de récits sur Rio, des grooms, des cavaliers, etc. Il y a eu beaucoup de péripéties à Rio. Ça n'a pas dû être un championnat facile. Vous, de votre œil d'entraîneur, de sélectionneur, comment est-ce que c'était? Nous, tout le monde nous a dit que Philippe Rosier était prêt, plus que prêt à prendre sa place dans l'équipe. Ça s'est prouvé, d'ailleurs. Mais vous, comment est-ce que vous avez vécu ces quelques jours intenses, j'imagine? Si je reviens en arrière, je les ai mal vécus. Parce que sinon, je ne dirais pas que c'est Caen mon meilleur souvenir. Alors que Rio, c'est quand même plus prestigieux que Caen. Mais non, pour moi, c'était dur. Parce que je ne pouvais pas dire grand-chose. Et puis, tous mes plans s'écroulaient au dernier moment. C'était 15 jours, je ne veux pas dire horrible, parce que quand vous avez cette fin-là, c'est pas horrible, mais c'était des jours difficiles, oui. Mais bon, j'ai toujours quand même sélectionné, j'ai toujours essayé de sélectionner un 5e que je savais que je pouvais compter dessus, qu'il était bon assez pour faire un 4e, et puis qu'il était capable de ne pas emmerder les autres en étant réserviste. Donc, ça s'est bien passé avec Philippe. J'ai eu plus de mal d'autres fois d'avoir un 5e qui soit compétent. C'est jamais simple. Il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que vous êtes quelqu'un de juste. Et quand on vous observe, et nous on vous a beaucoup observé dans votre place d'entraîneur, parfois vous avez votre fils, Steve, comme au jeu, qui est en lice. Et parfois vous avez vos cavaliers d'équipe qui sont contre Steve. Et parfois vous avez aussi des décisions à prendre. Et j'imagine qu'elles ne doivent pas être faciles. Vous étiez... l'anecdote que je vais, à l'époque que je vais raconter, vous étiez chef d'équipe pour la France et vous avez été appelé par un propriétaire qui voulait confier ou qui avait confié sa jument à Steve, et vous avez plutôt insisté pour qu'elle repasse sous la selle de Kevin. Comment est-ce que à ce moment-là, comment est-ce qu'en compétition ou dans ce genre de décision, vous jonglez entre votre rôle de père et celui de chef d'équipe pour une autre nation? Non, mais je suis père de Steve toute l'année. Mais jamais dans mes fonctions, j'ai pris une décision en fonction de lui. Lui, il avait son chef d'équipe et son plan, il m'en parlait parce que c'était mon fils, mais jamais je me suis initié là-dedans, mais jamais j'aurais pu le faire. D'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que j'ai toujours refusé, même qu'on me l'a proposé plusieurs fois, de m'occuper des Suisses, parce que c'était impossible pour moi. Quand vous êtes en compétition, en championnat, et qu'il y a Steve qui est en lice et des cavaliers à vous, c'est double peine, c'est double pression pour vous, ou est-ce que vous arrivez à vous focuser, à vous concentrer sur une seule mission? Non, c'est triple peine, mais bon, je me focus sur mes cavaliers. J'essaye de... On a toujours le temps de revoir après, de parler après. Si on ne vit pas quelque chose en live, c'est pas non plus la fin du monde au jour d'aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a de revoir tout, donc c'est pas un problème. Aujourd'hui, Philippe, on vous voit, on disait que vous étiez récemment à La Baule, vous étiez à Bourg-en-Bresse. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à vous déplacer sur ces compétitions, à regarder des cavaliers, même des cavaliers qui ne sont pas les vôtres, à regarder des chevaux, à regarder des parcours? Oui, parce que c'est la passion qui m'anime, et puis j'ai quand même encore 2-3 cavaliers qui m'envoient leurs vidéos, qui aiment bien savoir. J'ai même des Français qui le font, il n'y a pas que des Brésiliens ou des Suisses, il y a des Français qui le font. Mais bon, c'est pas pour en parler, c'est pas pour dire qui, mais non, j'ai plein de... Alors j'ai toujours un œil, je regarde, et puis j'ai la passion d'être à ces concours. Oui, j'ai la passion. Là, je pense que je vais aller
à Deauville cette semaine. Normalement, si tout va bien, ça dépend toujours de ma santé, mais si je me sens bien, j'ai bien envie d'aller. Et puis, je prends du plaisir de revoir les gens et puis de donner un coup de main si je peux, en donnant un conseil ou deux, ou regarder les parcours que je n'ai pas vus. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Qu'est-ce qui vous, quand vous êtes en face d'un cavalier ou des cavaliers que vous gérez, qu'est-ce qui va vous attirer le plus en termes de matching de personnalité? Vers quelle personnalité, vers quelle typologie de cavalier vous êtes le plus attiré, le plus proche? Les bons. C'est plus simple à répondre. C'est plus facile d'entraîner les bons. Mais non, c'est pas. J'ai toujours dit, moi, il y a un leitmotiv qui m'est resté toute ma vie. C'est pas les grands entraîneurs qui font les grands cavaliers, c'est les grands cavaliers qui font des bons coachs. Mm. Parce que vous avez beau être le meilleur coach du monde, si vous avez une pomme, vous ne jamais gagner les jeux. Hein. Et alors, quand on est un crack cavalier, quand on est un génie, comme peut être un Steve Garda et d'autres, qu'est-ce qu'on a encore à apprendre, qu'est-ce qu'on a encore à obtenir de la part d'un entraîneur? Pas grand-chose, hein. C'est dans la tête, c'est parler, c'est... Tout le reste, alors bien sûr, tout le monde dit je remercie celui-là, je remercie celui-là, parce que sans celui-là, j'aurais pas fait ça. Mais à la fin, ils ont besoin de personne, ces gens-là. Ces gens-là sont assez bons pour tout faire eux-mêmes. Quand ils commencent d'aller ailleurs, c'est quand ils commencent de douter, c'est qu'ils sont moins bons. Sinon, ils ont besoin de personne. Mais si, pour parler de choses basiques, c'est-à-dire de management, d'heures de départ, d'heures d'arrivée, enfin pour des choses qui sont ce qui arrive tous les jours. On a retracé un peu le fil de votre parcours, Philippe. Il y a une question que j'aime bien poser parce que je trouve qu'elle est intéressante. Quand vous faites un peu le bilan, est-ce que vous avez la sensation d'avoir réussi votre vie? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez des regrets? Ah non, des regrets, j'en ai pas. Et puis j'ai fait des erreurs dans ma vie, hein, je reconnais, je le sais. Que ça soit ma vie professionnelle, ma vie sportive, ma vie privée. Comme tout le monde, je le reconnais. Mais je dois dire quand même que je suis tombé malade quand j'avais 70 ans, quand on m'a décelé plusieurs cancers. J'ai pas peur de le dire. Mais... Puis à ce moment-là, mon processus vital était engagé. On me disait qu'il ne me restait pas tellement de temps. Mais j'ai quand même, après une période de 2-3 jours où j'étais vraiment en bas, après j'ai réfléchi, j'ai dit, j'ai 70 ans d'une vie que je rêvais d'avoir. Après, si je dois partir, je partirai plus tôt que d'autres, mais d'autres ont une vie plus longue, mais pas qui les a satisfaits. Moi, ma vie m'a amplement satisfait en grand et en large. Vous avez été guidé par la passion toute votre vie. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Garda, pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous en prie.